Bonsoir à tous. Cette semaine dans Église du Monde, éclairage sur un conflit oublié au Yémen. 3 ans après l'intervention de la coalition menée par l'Arabie Saoudite, ce pays du sud de la péninsule arabique d'environ 27 millions d'habitants est ravagé par une guerre qui a fait 10 000 victimes. La population sur place manque de tout. Il s'agit de la pire crise humanitaire dans le monde selon l'ONU. Elle touche 80% des Yéménites. Alors dans ce contexte tendu, les chrétiens, petite communauté d'origine étrangère, sont prudents. On se souvient, il y a 2 ans, de l'assassinat de 4 religieuses de Mère Teresa en mars 2016. Alors quel drame vit la population? Quelle issue possible, s'il y en a une? Décryptage avec notre invité, Christian Lochon, spécialiste du monde arabe. Christian Lochon, bonsoir. Bonsoir. Un grand merci de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. À nouveau, vous étiez venu il y a 2 ans nous expliquer un petit peu quels étaient les ressorts de cette crise complexe. On ne va pas y revenir dans le détail aujourd'hui, mais plutôt faire un point, une mise à jour sur ce qui se vit. Mais pour nos téléspectateurs, rappelons en quelques mots ce qui secoue le Yémen, qui est plongé donc dans ce conflit qui oppose les forces chiites et sunnites de la région sur fond de montée en puissance de groupes djihadistes. Et la coalition arabe, donc, qui est menée par l'Arabie Saoudite, elle soutient le gouvernement yéménite contre les rebelles chiites houtistes qui, eux, sont appuyés par l'Iran. C'est bien cela? Vous avez finalement 5 forces entremêlées, ce qui complique bien sûr la situation. Mais je crois que le plus terrible, vous l'avez souligné, c'est à la fois la famine qui s'installe. Il faut rappeler aussi que c'est en partie une faute des Yéménites eux-mêmes, vous savez, qui ont transformé leur agriculture. Le Yémen était considéré comme le pays le plus riche du point de vue agricole. Le Yémen a toujours nourri, par exemple, l'Arabie. Or, je l'ai vu à partir de l'an 2000, il y a une transformation dans l'agriculture. C'est-à-dire l'agriculture, c'était surtout des cultures vivrières. Et puis, pour des raisons financières, ils ont changé ces cultures vivrières, de blé, etc. Il y avait énormément de cultures vivrières. Ils l'ont changé dans le khat. Le khat, c'est cette plante, c'est cet arbuste qui est un arbuste qui développe une drogue qui est vendue avec profit à l'Éthiopie, à Djibouti, par exemple, par avion. Et le produit, naturellement, est extrêmement intéressant. Mais lorsqu'on arrive dans une crise de famine, avec impossibilité de faire venir du ravitaillement de l'extérieur, eh bien, ça conduit à la famine. Parce que quel est le lien avec le khat, en fait? Parce que le khat a remplacé les cultures vivrières. D'accord. Les Houthis, vous demandiez tout à l'heure où ils étaient. Alors, ils sont à Sanaa, et puis les hauts plateaux vers la mer Rouge. Et ils ont donc le port de Hodeïda. Et c'est par le port de Hodeïda, ou de Mocha, si vous voulez, que arrive le ravitaillement, notamment en armes, qui est envoyé, ce qui a fait que, vous vous rappelez peut-être, que des missiles ont été tirés de Sanaa et ont atteint à 800 km l'aéroport de Riyad. Et donc là, forcément, l'Arabie a frémi, puis nous avons affaire quand même à un nouveau, depuis 1 an, à un nouveau monarque, et puis un nouveau Premier ministre, MBS, et MBS, lui aussi, essaie de liquider un peu ce mouvement houtiste, mais ça va arriver à quoi? On n'en sait rien, parce que au fur et à mesure qu'ils bombardent, les Yéménites deviennent de plus en plus hostiles à l'Arabie. Et il faut se rappeler aussi qu'en 1990, il y a eu quelque chose de terrible que l'Arabie a fait, c'est-à-dire l'Arabie a expulsé, si vous vous rappelez, 1 million de Yéménites qui travaillaient en Arabie. L'Arabie a besoin, naturellement, de main-d'œuvre extérieure. Les Yéménites sont extrêmement forts dans tout ça. Ce sont des techniciens, ce sont des gens qui travaillent. Et quand ils ont été expulsés, ça a été une terrible crise financière également. On va revenir à ce que vit la population, évidemment, en première victime de ce drame. On compte également 2 millions de déplacés. L'absence d'assainissement entraîne des maladies comme le choléra ou la diphtérie. Et de nombreux hôpitaux ont fermé leurs portes
faute de pouvoir payer le personnel, d'avoir accès à des médicaments ou encore ayant été détruits par des bombardements. L'ONG Médecins sans frontières est présente sur place. On l'écoute, l'un de ces médecins. Globalement, d'après le dernier recensement de l'OMS, il n'y a plus que 40% des structures hospitalières qui sont ouvertes. Mais il faut ajouter à ça que, en fait, sur ces 40% de structures hospitalières, la majorité sont payantes. Et donc, il y a peu de la population qui a un accès aux soins. Les autres, même quand ils ont une structure hospitalière ouverte, ils n'ont tout simplement plus les moyens. La situation économique est catastrophique. Et c'est tous les jours que ça bombarde. Et donc, les gens se déplacent au dernier moment, bien sûr, et ce qui fait que parfois on perd les patients parce qu'ils arrivent trop tard. Ce sont les morts invisibles de la guerre. Il y a beaucoup de victimes indirectes de ça. Ceux qui n'ont pas leur traitement pour maladie cardiaque, pour une insuffisance rénale, pour des diarrhées extrêmement fortes chez les enfants qui ne sont pas soignés à temps, une infection respiratoire. Et donc, si vous mettez en parallèle un État qui n'existe plus, je veux dire qui n'a plus les moyens économiques de maintenir ses structures hospitalières, des hôpitaux qui ferment parce qu'ils n'ont pas de médicaments, l'insécurité totale pour se déplacer au nord, mais aussi au sud. Il y a aussi des niveaux d'insécurité qui sont hauts, qui ne sont pas dus au bombardement, qui sont dus à des activités criminelles, etc. C'est quasiment impossible aujourd'hui de se faire soigner. Et les seules, encore une fois, structures qui offrent des soins gratuits, accessibles à tous, ce sont les structures MSF. Et effectivement, on ne peut pas remplacer l'État. Donc la situation sanitaire aujourd'hui du Yémen, elle est insoupçonnée. C'est une catastrophe qui va de toute façon impacter sur la démographie, sur la pyramide des âges au Yémen pour les années à venir. Voilà, on entend à travers ce témoignage combien la population, il y a les effets directs des bombardements et puis il y a les victimes collatérales, celles qui ne sont pas soignées, qui arrivent trop tard à l'hôpital. Donc c'est aussi la face cachée de ce conflit. C'est terrible parce que le système routier aussi ne permet pas. Les infrastructures routières, vous savez, sont extrêmement modestes. Au Yémen, c'est un pays de montagne. Et à ces 10 000 morts, il faut rajouter ce que le médecin disait, 50 000 blessés. 50 000 blessés qui sont 50 000 morts en puissance. C'est quelque chose d'effrayant. Déjà, lorsque tout allait bien, les hôpitaux quand même étaient tenus dans des conditions qui n'étaient pas toujours extrêmement sanitaires. Mais aujourd'hui, avec le manque de médicaments, etc., parce que ce à quoi il faut se tourner, je crois, et grâce à votre émission, il y aura certainement des aspirations à aider, c'est-à-dire on manque terriblement de médicaments. Alors, plutôt que d'envoyer des missiles, qui certainement sont très utiles pour la politique internationale, je crois que les médicaments, il faut les rassembler. Est-ce qu'on peut acheminer des médicaments? C'est une question aussi. Alors, je crois que vous savez, dans ces cas-là, la chose se passe en Syrie aussi. Il faut aller avec ceux que l'on pense qui ne sont pas vos alliés. Donc, à Hodeïda, nous n'avons plus, malheureusement, de consulat. Nous n'avons plus de... Il y avait toujours un consul honoraire à Hodeïda. On n'a plus personne. Mais il y a un moyen, peut-être, et il faut, dans ce cas-là, peut-être demander à l'Iran de nous aider à porter des médicaments. Vous comprenez ? Il faut faire des choses qui paraissent contre nature, mais qui sont indispensables si l'on veut sauver les populations. Alors, il y a une espèce de paradoxe assez criant qui rejoint peut-être ce que vous dites. C'est l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis qui se sont engagés en janvier à verser 930 millions de dollars au fonds humanitaire pour le Yémen. Ça paraît juste... c'est eux qui pilonnent et... Oui, c'est une contradiction vous savez, étrange. L'Arabie saoudite a toujours versé énormément d'argent. Où est-ce que cet argent va? C'est à surveiller. L'argent, c'est pour l'ONU, là, quand même. Qu'il donne à l'ONU. Pour... Oui, pour essayer de gommer un peu tout ce qu'ils font de mal. Oui. De ce point de vue-là, d'ailleurs, les Émiriens et les Saoudiens ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde, parce que les Émiriens soutiennent la constitution d'un État du Sud nouveau, c'est-à-dire donc d'une résurgence
de l'ancien État du Sud, chose que ne veut pas l'Arabie. Donc, vous voyez, même entre les alliés, les choses ne vont pas entièrement. Alors, parmi ces victimes, il y a les enfants, bien sûr, qui payent un prix très élevé face à ce conflit. Selon l'UNICEF, un enfant meurt toutes les 10 minutes Toutes les 10 minutes. Au Yémen. C'est un chiffre qui nous a été communiqué, quelque chose d'absolument épouvantable. Et les parents qui doivent aussi faire un choix difficile, d'envoyer leurs enfants mendier, travailler au lieu d'être à l'école, ou encore de marier leur fille à un âge précoce. Ça aussi, c'est un phénomène dans ce pays-là, répandu. Pour avoir une bouche de moins à nourrir dans la famille, la moitié des filles yéménites sont mariées avant l'âge de 15 ans. Oui, vous avez d'ailleurs la fameuse réalisatrice Khadija Salami qui a montré à l'Institut du monde arabe, yéménite, et qui a montré un film divorcé à 11 ans. Le titre lui-même montre bien cette horreur, n'est-ce pas, qui était en fait quelque chose d'assez traditionnel. Alors maintenant, s'y joint la question économique, mais vous venez de dire aussi, en ce qui concerne la déscolarisation, elle est catastrophique, parce que maintenant, pratiquement les 3/4 des enfants yéménites ne peuvent plus aller à l'école. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir une génération pas formée pendant 2, 3 ans, 4 ans. C'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire, le Yémen, qui paraissait quand même à un certain moment, dans les années 2000, pouvoir sortir un peu, d'autant plus que la France aussi était présente avec Total, etc. Vous voyez, il y avait un début de sortie de cette pauvreté généralisée. Maintenant, le Yémen est à nouveau condamné dans des conditions très, très difficiles. Et dans ce contexte, eh bien, la situation des chrétiens, alors les catholiques qui sont déjà très peu nombreux, ont presque tous quitté le pays en raison de l'insécurité, en particulier après l'assassinat, c'était le 4 mars 2016, de 4 sœurs missionnaires de Mère Teresa et de 12 de leurs collaborateurs. On se souvient aussi de l'enlèvement, au moment de cette attaque, du père salésien indien Thomas Uzunalil. Il a finalement été libéré le 12 septembre dernier, après avoir passé 18 mois au moins de ses ravisseurs. Alors dès le lendemain eh bien, de sa libération, il avait pu rencontrer à Rome le pape François. C'était un moment particulièrement émouvant, cette rencontre. Tout à fait. Il est parti depuis, il a regagné l'Inde. Et ce qui fait qu'il n'y a plus de prêtres actuellement présents au Yémen. Il subsiste cependant deux communautés des missionnaires de Mère Teresa. Peut-être c'est l'occasion de nous rappeler un petit peu quelle est l'origine du christianisme au Yémen. Comment est-ce que ça s'est établi ? D'abord, avant que ne vienne l'islam, le Yémen était christianisé. La grande mosquée de Sanaa est une ancienne église. Et il y a eu de très grands rapports entre le Yémen et l'Éthiopie. Et le christianisme yéménite était un christianisme plutôt monophysite. C'est-à-dire ? C'est-à-dire donc lié avec la Syrie, lié avec l'Éthiopie. Comme vous le savez, sont monophysites actuellement les Coptes, les Syriaques et puis les Arméniens. C'est-à-dire donc, si vous vous rappelez, on a trouvé dans les 4e siècle, 5e siècle, il y a eu ces divergences qui sont plutôt des divergences nationalistes, lorsque Byzance a essayé d'imposer à la fois la langue grecque pour dire la messe, à ce moment-là, il y a eu une révolte nationaliste des Syriaques et qui ont dit, mais nous avons la langue du Christ, nous avons le syriaque, l'araméen, et donc nous ne voulons pas du tout adopter le grec. Et il y a eu donc un combat qui a été fait contre le colonialisme byzantin à l'époque, et donc les Syriaques ont essayé de choisir théologiquement une manière de parler du Christ, c'est-à-dire donc monophysite, c'est-à-dire une personne et une personne et le nom va me revenir parce que c'est quelque chose de tellement connu par rapport à nous qui avons une personne et 2 natures. Voilà. Oui, et eux, c'est une personne, une nature. Et donc, comme vous le savez, les monophysites et les monophysites ont été nombreux
notamment dans l'Arabie et dans le Yémen, avant l'arrivée de l'islam. Et d'ailleurs, lorsque l'islam a commencé à s'établir, il y a eu beaucoup de rapports, non pas avec des églises qui étaient byzantines, mais avec des églises monophysites. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de coloration, par exemple des versets parlant des chrétiens, où l'on voit que ce sont des chrétiens, en fait, des traditions monophysites, plus que byzantines. Alors aujourd'hui, il reste une poignée de chrétiens. On n'a d'ailleurs pas de chiffres. C'est impossible à établir. C'est-à-dire, en fait, les chrétiens étaient pour la plupart... Moi-même, j'ai assisté à la messe lorsque je me trouvais à Taïz et puis à Sanaa. C'est en fait, il n'y avait pas d'église consacrée, c'est interdit, c'est comme en Arabie, n'est-ce pas? Pas d'église, mais par exemple, les religieuses qui étaient, la plupart étaient des religieuses qui étaient infirmières et médecins, et donc elles travaillaient dans les hôpitaux, et elles obtenaient d'avoir le club, si l'on peut dire, le club des infirmières, la partie réservée aux infirmières, on la transformait le dimanche en chapelle. C'était la même chose dans un établissement qui était une usine de Sanaa, où j'ai assisté à la messe, dans une des salles qui était transformée. Voilà. C'était surtout, effectivement, il n'y avait plus de yéménites chrétiens. Voilà, les yéménites sont soit chiites, donc ismaéliens et zaïdites, soit sunnites, soit il y avait une assez forte communauté juive. Et cette communauté juive a disparu avec la création d'Israël, et la plupart des juifs yéménites ont voyagé en Israël. Dans les années 2000-2005, il y avait encore des juifs, parce que les juifs étaient très appréciés, notamment, vous avez parlé de mariage, mais les mariages, ce sont la confection de bijoux, etc. Et donc, les juifs étaient les joailliers du Yémen, et étaient aussi des chaudronniers. C'était tout l'aspect technique de la maison était souvent réalisé par des juifs. D'accord. Et donc, ils étaient, de ce point de vue-là, appréciés, mais Israël, je crois, a fait rentrer la plupart des Juifs. Et donc, eh bien, je le disais, dans ce contexte tendu, les chrétiens qui sont encore présents, qui ne sont pas partis, ceux qui sont encore présents au Yémen et dont le nombre est inconnu, eh bien, ces chrétiens, ils restent discrets, comme nous l'explique par téléphone Monseigneur Paul Hinder, qui est capucin suisse, vicaire apostolique d'Arabie du Sud. La situation du pays, il reste vraiment précaire. Ce pays est en guerre. Il y a la guerre, je dirais, civile à l'intérieur. Et le problème, certainement aussi que l'intervention de l'extérieur, de l'Arabie saoudite avec ses alliés, n'a pas aidé à résoudre le conflit, à approfondir. Et maintenant, c'est devenu une guerre, disons, faite sur le dos de la population, qui, évidemment, a aussi ses responsabilités, surtout les leaders des différentes tribus. Concernant les chrétiens, premièrement, il y a très peu qui ont pu rester. Il y en a, mais qui sont là pour leur travail, qui continuent, car ils sont nécessaires pour certains services, mais ils ne peuvent pratiquement pas pratiquer. Il n'y a pas de liturgie, car il n'y a pas de prêtre dans le pays pour le moment. C'est des personnes qui vivent leur foi discrètement. Ils se réunissent tant qu'elles peuvent, mais en petits groupes. Voilà, des chrétiens qui se réunissent quand ils peuvent, par petits groupes. Ça rejoint ce que vous disiez. Oui, parce qu'il y avait... le Yémen était quand même intégré dans les pays arabes. Vous voyez, entre le Yémen et l'Irak, il y a une longue tradition de lutte
C'est-à-dire les Irakiens et les Yéménites étaient très proches. Donc il y avait des chrétiens irakiens, il y avait des chrétiens syriens, il y avait des chrétiens libanais. Pourquoi les Yéménites ont tous disparu? Ça, c'était au moment de l'arrivée de l'islam, quand vous dites qu'il n'y a plus de Yéménites chrétiens. Oui, ben, vous savez, en Arabie, ça a été la même chose. Oui. C'est-à-dire, et vous avez des pays où où on est passé d'un christianisme qui était répandu à un islam qui a tout supplanté, sauf dans les grands pays comme l'Égypte, où les Coptes ont tenu très longtemps, en Anatolie, en Turquie, où les chrétiens ont tenu très longtemps, jusqu'à la fin de l'Empire ottoman, finalement. Alors, rapidement, pour les dernières minutes, on voit bien que c'est extrêmement difficile. On a du mal à imaginer une sortie de guerre, sortie de crise. Comment est-ce que vous voyez, vous, les choses? C'est-à-dire qu'il faudrait une intervention de l'ONU. Il faudrait seulement, comme vous le savez, MBS est quand même extrêmement lié avec les États-Unis. Et le président des États-Unis actuel mise beaucoup sur l'Arabie. Donc tout le monde oublie finalement le Yémen, qui est l'effet collatéral de cette nouvelle alliance. Et puis tout le monde a les yeux braqués, certainement avec juste raison, sur la Syrie, sur l'Irak, sur le Liban. Mais le Yémen est pratiquement oublié et MBS a pu obtenir finalement qu'on lui laisse régler l'affaire. Mais comment la règle-t-il? Par des bombardements, c'est quelque chose d'effrayant. Donc il faut absolument qu'il y ait une intervention internationale qui, d'abord, empêche les bombardements. On a pu réussir à le faire en Syrie, dans certaines provinces. Il faut absolument qu'il y ait l'arrêt des bombardements. Ça, c'est absolument indispensable pour soulager les misères de toutes ces populations. Envoyer peut-être les médecins du monde, Médecins sans frontières, sont des êtres admirables qui donnent énormément d'eux-mêmes, mais peuvent-ils continuer dans ces conditions-là? C'est très difficile. Voilà, une situation qu'on va évidemment continuer à suivre dans nos éditions. Merci beaucoup, Christian Lochon, de nous avoir rejoints. Je rappelle aussi que vous êtes chargé de mission à l'Œuvre d'Orient. Et bien sûr, cette émission est à retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous, à mercredi prochain.